Novembre 1944. Les armées alliées libèrent Strasbourg. Après 4 ans d'occupation, la France est libérée. Mais une semaine après la liesse, les soldats américains découvrent une scène d'horreur. Dans les réserves de l'Institut d'anatomie de l'Université du Reich de Strasbourg, 167 morceaux de corps humains et 17 corps entiers conservés dans des cuves. Cette découverte macabre est ce qui reste d'un projet secret de la NNRBE, le centre de recherche scientifique de la SS. À la demande de cette organisation, les expériences les plus insensées et les plus meurtrières ont été menées tout au long du règne nazi. De l'inoculation de virus mortels à des êtres humains, aux expéditions ethnologiques les plus lointaines, en passant par la recherche du marteau de Thor auquel rêvait Himmler, les savants allemands qui étaient parmi les esprits les plus brillants du XXe siècle ont sombré dans les ténèbres. Ils ont mené une entreprise de falsification et d'instrumentalisation des sciences sans précédent. Leur mission, légitimer les pires crimes du Troisième Reich. Été 1932, un peu plus de 10 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne est au fond du gouffre. Il y a 14 millions de chômeurs. Dans certaines villes comme Berlin, la famine et la tuberculose tuent à nouveau. Les nazis, qui n'étaient quasiment rien 4 ans auparavant, obtiennent plus de 37% des voix aux élections législatives. Quelques mois plus tard, Hitler devient chancelier. Le rêve du Führer est de relever l'Allemagne, la venger des conséquences désastreuses de la guerre. À ses yeux, la race germanique est menacée par l'immigration, par les Slaves, les Juifs. Les races inférieures ou étrangères sont responsables des problèmes de l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas accepté la défaite. Elle est saignée dans sa jeunesse. Il y a le coup de force de Versailles, un traité qui est véritablement drastique. Il y a un drame économique. Donc c'est à travers ce ressentiment, cette culture de ressentiment, que va, dans des mouvements d'extrême droite où va triompher le national-socialisme, se développer ce que l'on appelle l'identité völkisch. Völkisch, ce n'est pas seulement racial, c'est un mot complexe, c'est l'affirmation que l'on est un peuple supérieur. Dans son livre Mein Kampf, Hitler écrit « Toute la culture humaine, toutes les réalisations de l'art, de la science et de la technologie que nous avons aujourd'hui sont presque exclusivement l'œuvre de l'Arien. Il est le Prométhée de l'espèce humaine, et c'est de son front lumineux que de tout temps a jailli la divine étincelle de génie. » Hitler pensait que les Allemands étaient une race supérieure. Il les appelait les Aryens. Ils étaient bien évidemment censés être supérieurs aux Slaves, qui seraient par la suite utilisés comme serviteurs des Aryens. Et ils étaient bien sûr supérieurs aux Juifs. Dans son entreprise, le Führer a un bras droit, un militant nazi de la première heure, le chef de la SS, Heinrich Himmler. Himmler voit en Hitler le sauveur de l'Allemagne. Ancien technicien agronome, féru d'histoire et de mythologie, raciste convaincu, il partage les idées de son chef. Les Allemands sont une race supérieure et ils doivent en prendre conscience. Or, la race,
ce sont les origines, ces générations qui nous ont précédés. Himmler dit et répète: un peuple ne peut vivre heureux dans le présent et dans l'avenir que s'il est conscient de son passé et de la grandeur de ses ancêtres. Himmler partage cette vision avec deux savants obsédés par la question de la race. Hermann Wirth, un spécialiste de la préhistoire, et Richard Darré, agronome et raciologue, colonel SS et chef de l'Office central de la race. En 1935, les trois hommes dotent la SS de son propre institut de recherche scientifique. Son nom est composé de deux mots, Ahnen, qui signifie en allemand ancêtre, et Erbe, qui signifie héritage. L'Ahnenerbe, l'héritage des ancêtres. Cette organisation va devoir prouver que la race germanique est une race supérieure. Première vérité à établir, la race germanique a un passé grandiose. Le but est d'établir une histoire, d'établir une continuité dans le temps en remontant à nos supposés ancêtres supérieurs. Si vous pouvez prouver que vos ancêtres sont supérieurs, qu'ils sont au-dessus de toutes les autres races, alors il va de soi que vous avez, vous aussi, droit à cette supériorité. C'était ça le concept de l'Ahnenerbe pour Himmler. Unsere Staaten den Waffen, den Frieden, unsere Lager den folgenden Blatt. Pour truquer le passé à la mode germanique, il faut creuser. L'histoire et l'archéologie revêtent alors une nouvelle importance. Frisch geht's mit Hacke und Spaten ans Werk, die deutsche Vergangenheit wieder zu beleben. Es ist eine schöne und verpflichtende Aufgabe, den Spuren unserer Ahnen nachzugehen. Les crédits pour les fouilles archéologiques sont décuplés. Des chaires d'archéologie sont créées dans les universités. Fini l'amateurisme. La science nationale socialiste voit grand. C'est une discipline qui va étudier non plus des portions de sites comme on le faisait au XIXe siècle ou au début du XXe siècle, où c'était quelques savants avec 2 ou 3 ouvriers qui ouvrent une petite fouille dans une grotte sur un petit site. Là, on va décaper des sites complets et on va offrir au public et aux scientifiques la vision non seulement de sites dans leur intégralité, mais aussi de véritables paysages archéologiques. 80% des archéologues adhèrent au parti nazi. Avec les médecins et les juristes, ils constituent la profession la plus nazifiée. Ça veut dire qu'à l'époque, de nombreux archéologues, s'ils n'étaient pas des spécialistes de la Grèce, de l'Égypte ou de l'Empire romain, mais des spécialistes de la préhistoire et des périodes très lointaines sur le territoire allemand, ils étaient bien sûr très heureux de bénéficier tout à coup de financement pour effectuer des fouilles à plein d'endroits différents et de présenter ensuite les objets trouvés dans un musée et les interpréter. Et leur interprétation allait bien sûr dans le sens du régime national-socialiste. Pour servir le régime, les archéologues ont une méthode. Trouver des croix gammées dans le sol allemand. Le motif de la svastika est un symbole universel qui existe depuis des siècles, tant en Occident qu'en Orient. Mais les archéologues SS s'approprient le symbole et en font une interprétation délirante. C'est pour eux la preuve d'une colonisation germanique millénaire. Une mise en scène adaptée sert la légende. Wie immer in Zeiten heldischen Aufbruchs war es das Hakenkreuz, das auch diese germanischen Stämme auf ihrem weltgeschichtlichen Zug begleitete. Il s'agit de réécrire l'histoire allemande. Toutefois, dans l'Ahnenerbe, on ne se focalise pas sur l'histoire allemande du XXe, du XIXe ou du XVIIIe siècle, mais on se focalise sur le peuple allemand dans la préhistoire et dans des périodes très lointaines.
Aujourd'hui, on sait bien sûr que le peuple allemand n'existait pas il y a 5000 ans. Mais ces gens partaient de ce principe-là. Si les croix gammées ont vraiment existé, les accessoiristes nazis font des prouesses. Donnerwetter, ist das ein Fund? Ein herrliches Gefäß. Les pots exhumés de terre reluisent, comme au premier jour. Auf seinem Boden ist das alte germanische Heilszeichen, das Hakenkreuz, eingeritzt. Als ein Symbol kraftvoller Entfaltung eines Volkstums verbindet es die vorgeschichtliche, die alte mit der neuen Zeit. C'est de la mise en scène. Ces actualités, en fait, elles ont une fonction de propagande. On ne trouve pas autant de vases avec des svastikas. En réalité, ce ne sont pas eux qu'on trouve le plus couramment dans le sol. Mais l'idée qu'on cherche à promouvoir, c'est l'idée d'une permanence, en fait. Les svastikas, les gens les voient partout dans la rue, ils les voient sur les drapeaux, c'est l'emblème de l'Allemagne, l'emblème de la Nouvelle-Allemagne. Eh bien, ces vestiges-là, on les trouve également dans le sol. Ils sont là depuis la plus ancienne préhistoire, ce qui prouve qu'il y a une continuité non seulement raciale, mais aussi spirituelle du peuple allemand qui s'enracine dans les plus lointaines origines de la préhistoire. Les archéologues peinent à trouver de beaux vestiges. Chaque découverte, aussi minime soit-elle, est un prétexte pour révéler l'égalité supérieure des ancêtres. Sehen Sie sich dieses kleine, kunstvolle Henkelkrüglein an. Ist nicht dieses Bild der beste Beweis dafür, dass unsere Vorfahren der Bronzezeit auch schon auf sehr hoher kultureller Stufe standen? Fasciné par le moindre objet, Himmler se rend en personne sur les sites de fouilles et fait la promotion sur les ondes de son hobby favori. Wir werden diese Grabungen nicht etwa, weil wir der Wissenschaft in irgendeiner Form Konkurrenz machen wollen, nein, sondern weil wir mit der Wissenschaft zusammen weltanschauliche Dinge suchen wollen, ganz konsequent fortsetzen. Wir werden uns dieser Aufgabe mit derselben Zähigkeit widmen, mit der sich die Schutzstaffel allen anderen Aufgaben bisher gewidmet hat. En privé, Hitler lui se montre peu enthousiaste. Il confie. Pourquoi attirer l'attention du monde sur notre absence de passé? Il est déjà regrettable que les Romains aient érigé de grands bâtiments, alors que nos ancêtres vivaient dans des huttes de terre. Voilà maintenant que Himmler fait des fouilles et s'enthousiasme pour tous les tessons et les haches en pierre qu'il trouve. Hitler, dans de nombreuses discussions, considérait souvent et ostensiblement cela comme une bizarrerie et un hobby de Himmler, comme un caprice, mais néanmoins un caprice sympathique, mais donc quand même un caprice de Himmler, alors que Hitler, lui, était beaucoup plus terre-à-terre. Hitler ne détestait pas complètement ce que Himmler faisait. En général, la politique de Hitler était la suivante. Laissons-les faire ce qu'ils veulent, tant qu'ils ne s'attaquent pas à moi. Ne trouvant aucune trace décisive de culture supérieure sur le sol allemand, Himmler poursuit sa quête. Le chef de la SS passe à la vitesse supérieure et ouvre ses recherches au reste du monde. L'Ahnenerbe décide d'organiser des expéditions vers d'autres pays, avec bien sûr, comme postulat fondamental, le germain est à l'origine de toutes les grandes civilisations. La première grande entreprise de recherche est une expédition SS en Suède, dans le Bohuslän, une région connue pour sa richesse archéologique en pierre gravée. Hermann Wirth, membre fondateur de l'Ahnenerbe, n'a aucune formation en archéologie ou en histoire de l'art. Il s'y rend à l'automne 1935 pour prendre des photographies et réaliser des moulages de gravures rupestres. Wirth imagine les interprétations les plus fantaisistes des gravures qu'il examine. Ces milliers d'inscriptions seraient des textes sacrés de la race nordique. D'après Wirth, ces Nordiques auraient inventé le premier alphabet. Le
Le but du travail de Wirth était de montrer que l'alphabet runique était un alphabet qui était plus ancien que les hiéroglyphes égyptiens. Donc il essayait de le reculer d'une bagatelle de 30 petits siècles. L'enjeu, c'est de dire, les Nordiques sont eux aussi sont ceux qui ont inventé la première forme d'écriture. Et donc, c'est une pierre, un argument de taille, si vous voulez, dans le grand récit de la supériorité nordique. Toutes les études admettent que les symboles runiques sont apparus entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ, alors que l'alphabet égyptien est apparu près de 3000 ans plus tôt. Cela n'empêche pas Wirth de publier ses travaux. Les pseudo-scientifiques de la SS ne sont pas un trucage près. Car les nazis ne peuvent accepter que la culture et les premières civilisations soient nées en Orient. Pour l'Institut de la SS, la civilisation n'a pas pu se diffuser du sud vers le nord. C'est impossible. La culture, la connaissance ne peuvent s'être diffusées que de l'Allemagne vers le reste du monde. Les cartes de tous les manuels scolaires reproduisent cette doctrine. C'est une évidence, et peu importe les autres théories. Tout doit participer à transmettre cette vérité. Ouvrages scolaires, comme œuvres cinématographiques. In Wirklichkeit wird es eben so gewesen sein, dass die ägyptische Form des Rennwagens den nordischen Völkern Modell gestanden hat. Gerade umgekehrt war es. Ich behaupte, die Nordländer erfanden diese Form des Wagens und bauten sogar den Wagen, der in dem ägyptischen Grab gefunden wurde. Das sind Vermutungen, nichts als Vermutungen, nein. Das ist der Durchbruch der stolzen Erkenntnis, dass unsere germanischen Vorfahren eine hohe Kultur ihr eigen nannten. Eine Kultur, die in ferne Zeiten zurückreicht und deren Auswirkungen selbst an der klassischen Kultur des ältesten Ägypten nachweisbar sind. Les expéditions se poursuivent. Finlande, Roumanie, Turquie, Grèce, Liban, Syrie, Irak. Les archéologues pistent les traces de leurs ancêtres germaniques. En 1937, l'organisation SS prend de l'importance et s'intéresse à un nombre croissant de disciplines. Un universitaire, Walter Wüst, prend la tête de l'organisation. Ce spécialiste des langues anciennes s'intéresse particulièrement à l'Asie, qui, pense-t-il, a été colonisée par des tribus germaniques archaïques. Il parvient à intéresser Himmler à sa théorie, qui ne demande pas mieux. À tel point que le Reichsführer est désormais persuadé que les chefs mongols, samouraïs japonais et autres guerriers étaient les descendants d'Européens. Conséquence, Lannenerbeu finance alors une expédition plus ambitieuse. Destination, le Tibet. Après des mois de préparation, en avril 1938, une équipe d'explorateurs SS s'embarque à bord d'un bateau à vapeur allemand à destination de Ceylan. Puis un cargo les mène à Calcutta. En juin 1938, les Indiana Jones nazis partent vers les hauts plateaux du Tibet. Lourdement chargés, avec plus de 50 mules, chevaux, gourdes, fouets, revolvers, canons gonflables et caisses de vivres. L'expédition n'est pas de tout repos. Le voyage dure des mois. L'objectif principal de l'expédition est de prouver que l'élite des peuples asiatiques vient du nord de l'Europe. Pour le plus célèbre raciologue allemand de l'époque, Hans Günther, l'homme germanique a dû voyager de l'Europe à l'Inde, où il est devenu rien de moins qu'un dieu. Un couple de blancs nordiques aurait même donné naissance à Bouddha.
Hans Günther fait de Boudin un fils de Germain, mais vous voyez très bien la très grande plasticité de la croyance nazie, parce que le déterminisme racial ne lie pas toujours le phénotype, c'est-à-dire l'apparence visible, avec le patrimoine racial. C'est-à-dire que vous pouvez être petit et brun et avoir un patrimoine racial nordique presque parfait. Ça n'est pas la majorité de l'espèce, mais c'est acceptable chez les nazis. Vous voyez jusqu'où va le fantasme de l'identité germanique. C'est qu'au bout du compte, finalement, le monde entier peut être issu d'une influence ou d'un héritage germanique. Les explorateurs SS rencontrent de nombreuses tribus qu'ils s'efforcent de séduire. Ils se filment et se mettent en scène durant tout leur périple. Le chef de l'expédition est Ernst Schäfer, jeune docteur en ornithologie. Il est accompagné d'un technicien, d'un caméraman photographe et d'un géophysicien, et de Bruno Beger, capitaine SS, jeune anthroporaciologue, qui ne se déplace jamais sans une batterie d'instruments de mesure anthropométriques. Ils approchent les populations locales et gagnent leur confiance. Pour ce faire, Beger leur prodigue des soins médicaux et dentaires. En échange, les autochtones se prêtent au jeu des mesures anthropométriques. Ces mesures de crâne, aujourd'hui, elles nous semblent un peu bizarres. Mais c'est une pratique qui était bien sûr déjà apparue dès le 19e siècle. Et on pensait à l'époque que la forme du crâne pouvait fournir des renseignements par rapport à ce qu'il y avait à l'intérieur de ce crâne. Pour eux, l'idée, c'est que pour identifier une race, il y a des traits physiologiques, et que ces traits physiologiques ils sont marqués en particulier dans le crâne. Les proportions du crâne, est-ce que les crânes sont-ils dolicocéphales, c'est-à-dire est-ce qu'on a le visage étroit et le crâne allongé, ou est-ce qu'on est plutôt brachycéphale, c'est-à-dire méditerranéen, avec le visage plutôt rond et plutôt ramassé? C'est pourquoi il est très important de prendre non seulement des mesures directement sur les visages, mais aussi de prendre des moulages qui pourront être étudiés et conservés ensuite dans les laboratoires. En appliquant une pâte spéciale, Beger réalise des moules de leur visage. Il manque d'étouffer un de leurs Sherpas népalais. Les explorateurs photographient près de 2000 Tibétains et Bhoutanais. Ils mesurent plus de 370 personnes et effectuent 17 moulages qui rejoindront les collections d'anthropologie raciale des universités allemandes. Et il est évident aujourd'hui que ça n'est pas des mesures de crâne, des longueurs d'oreilles ou des proportions de nez qui renseignent sur l'identité génétique ou raciale. Ça, c'est un fantasme, en fait. Fantasme qu'on continue toujours à prolonger aujourd'hui avec l'ADN. On a la même idée, c'est-à-dire on veut démontrer que grâce à des caractères génétiques transmis, on pourrait connaître l'origine ethnique ou raciale, avec des grosses guillemets, des gens qui seraient porteurs de ces gènes. Quand Beger croise un homme à la haute stature, il en fait un descendant des colons germaniques. Quand il croise un misérable, il le voit comme la preuve de la dangerosité du métissage. Avec ce raisonnement, Bruno Beger n'a bientôt plus aucun doute. Les Tibétains ont des caractéristiques nordiques. Haute stature, tête allongée, visage étroit, sentiment d'être dominant. Les conclusions de Beger sont absurdes. Aucun scientifique au monde ne considère sérieusement que ces mesures de crâne prouvent que les Tibétains viennent de Scandinavie. On est dans le délire le plus complet, mais dans un travail scientifique très organisé. Et ça, c'est le paradoxe de la SS et d'une façon générale des grands spécialistes, des grands techniciens du national-socialisme,
c'est qu'à partir de prémices complètement délirantes, ils font un travail scientifique rigoureux. Ce sont des hommes de science, mais qui partent d'une base erronée pour conduire un travail selon une méthodologie qui, elle, est celle de la science. Je n'ai jamais vu de conclusion tirée de leurs recherches à leur retour. Ils devaient sûrement travailler dessus. Mais voilà tout le problème de l'Ahnenerbe. Ils n'ont jamais révélé quoi que ce soit de tangible, rien qu'on puisse tenir entre les mains et dire « Eh bien voilà, tout s'explique, ceci prouve cela ». Point d'orgue de l'expédition. Les explorateurs allemands se font inviter à Lhasa, capitale du royaume. Ils y rencontrent les plus hautes autorités. Aucun autre représentant européen n'y avait encore jamais mis les pieds. La croix gammée nazie flotte sur le toit du monde. C'est un sentiment merveilleux de savoir que la puissance du Reich est si grande qu'elle s'étend aux régions les plus reculées du continent asiatique, écrit Schaeffer. Après 14 mois d'expédition, le 4 août 1939, les explorateurs reviennent à Berlin dans l'avion personnel de Himmler. Le Reichsführer va lui-même les accueillir sur le tarmac. Il saisit l'occasion pour se faire photographier avec les héros du jour. C'était une occasion de montrer au monde que l'un des leurs, le grand docteur Ernst Schaeffer, pouvait emmener son équipe au Tibet, où les montagnes étaient les plus hautes du monde, et qu'il pouvait en revenir avec de soi-disant résultats qui, bien sûr, ne furent pas divulgués à ce moment-là. Tout ça n'était que de l'esbrouffe du cirque, mais c'était facile de faire croire aux Allemands que quelque chose de nouveau allait voir le jour, à l'issue d'un voyage aussi extraordinaire au sommet des montagnes du Tibet. Le seul résultat concret de l'expédition est un film intitulé « Le Tibet secret », qui raconte toute l'aventure des explorateurs de la SS. Eines der häufigen tibetischen Ornamente ist das uralte Indo-Arschzeichen des Hakenkreuzes, das den Tibetern als Sinnbild unvergänglichen Glückes gilt. Himmler est satisfait. L'expédition ne prouve rien, mais elle participe au rayonnement du régime. La SS prépare d'autres expéditions vers les Andes boliviennes et vers l'Islande, avec le même objectif, prouver que toute trace de civilisation évoluée est l'œuvre de la race germanique, de la muraille de Chine aux superbes cités andines. Alors que Hitler a lancé le réarmement massif de ses troupes et étudie des plans pour envahir l'Europe, Himmler oriente la science nazie comme bon lui semble. Il formule à l'Ahnenerbe certaines demandes, au gré de ses lectures, de ses discussions avec Hitler ou de ses obsessions du moment. Derrière ses lunettes rondes, l'ancien éleveur de poules a volontiers des délires mystiques. Dépourvu de toute formation universitaire, pur amateur, Himmler évolue souvent dans un univers qui mélange histoire et mythologie. Il est ainsi persuadé que les divinités des légendes nordiques, telles qu'Odin, le roi des dieux, et Thor, le dieu du tonnerre, étaient les premiers Germains et possédaient en tant que tels des connaissances supérieures. Dans une lettre adressée à l'Ahnenerbe, Himmler demande « Trouvez tous les lieux dans le monde culturel arien germanique où il est question d'éclairs, de tonnerre, du marteau de Thor, du jet de ce marteau, ainsi que toutes les sculptures du dieu représentées avec une petite hache projetant des éclairs. Je suis convaincu que cela ne repose pas sur un tonnerre naturel, mais qu'il s'agit plutôt d'une forme ancienne hautement développée d'armes de guerre de nos ancêtres, et que cela implique une connaissance inouïe de l'électricité. L'héritage des ancêtres, c'est aussi l'électricité qu'auraient donc maîtrisé les premiers Germains, il y a plusieurs siècles, bien avant l'Italien Volta ou l'Américain Edison. Un pur délire.
Ce qui est bien sûr effrayant, c'est qu'à cette époque-là, de telles choses étaient possibles en Allemagne, et ce sous les auspices de Himmler et de ses auxiliaires directs, et que cela ne pouvait pas être remis en question. Ce qui est effarant, c'est que l'Ahnenerbe tolérait ces absurdités, voire qu'elle les encourageait. Plus la recherche est ésotérique, plus elle semble plaire au chef de la SS. Le Reichsführer multiplie les demandes surprenantes. Il veut en savoir plus sur l'influence du nez grec sur les aptitudes au combat. Pour cela, il demande la constitution d'une unité de Waffen-SS, dotée de nez droit. Il souhaite une étude sur le calendrier sexuel des Germains et la fécondation des femmes germaniques, les nuits de pleine lune. Himmler envisage même des campagnes de fouilles archéologiques à la recherche de l'Atlantide, un continent perdu de la mythologie grecque, qu'il situe bien entendu en mer du Nord. Ceux qui cherchaient des trucs comme le marteau de Thor ou le Saint Graal étaient un peu fous, un peu naïfs et un peu amateurs. Ils croyaient, tel l'adepte d'une secte, à toutes les choses qui n'existent pas. D'autres savaient que ces choses n'existaient pas, mais ils jouaient le jeu volontairement, car ils ne voulaient pas perdre les faveurs du Reichsführer SS. C'était aussi simple que ça. Himmler crée un repère, le château de Wewelsburg, où siège une sorte d'université d'endoctrinement et de rituels SS. Des milliers d'ouvrages, une crypte et un cérémonial autour d'un soleil noir, sont censés assurer la fidélité absolue de ces cadres. On est dans un système, et c'est cela qui est intéressant avec Ahnenerbe et avec la SS, on est dans un système qui peut parfaitement voir côtoyer une lettre d'Himmler dans laquelle il dit « D'accord, nous allons adopter le calendrier lunaire, mais il faut bien se rendre compte que le calendrier lunaire ne peut exister que depuis que la Lune tourne autour de la Terre. » Donc ça en dit long quand même sur le fait qu'il pense qu'à un moment dans la préhistoire, il n'y avait pas de lune. Et dans le même temps, la lettre suivante sera une lettre dans laquelle Himmler sera en train de détailler des comptes extrêmement précis et minutieux pour de la production de guerre, comme un manager moderne. Et c'est précisément la coprésence d'une vision du monde qui peut à certains moments avoir une cosmogonie délirante avec du managériat le plus moderne qui fait la spécificité de la SS. Hitler n'est pas aussi porté sur l'ésotérisme que son lieutenant. Il nourrit toujours un complexe vis-à-vis des magnifiques vestiges de Rome ou d'Athènes. Pour servir son chef, Himmler sait être arrangeant avec la science. Il poursuit son entreprise de trucage de l'histoire et crée au sein de l'Ahnenerbe un département qui a pour mission d'étudier l'antiquité gréco-latine et de l'intégrer au patrimoine historique et identitaire de la germanité. Rome et Athènes n'ont pas été supérieurs aux Germains. Il faut prouver que les Grecs et les Romains sont eux-mêmes des Germains. Si on ne peut pas être supérieur à l'autre, il faut prouver que l'autre, c'est moi. Si Rome et Athènes étaient considérées comme étant tellement supérieures, c'est que selon Hitler, il y avait eu sans aucun doute possible une influence germanique à un moment donné dans le passé. À l'origine de la ville de Rome, Romulus et Rémus sont des émigrés et des réfugiés nordiques. De même pour Sparte, de même pour l'Empire perse de Cyrus le Grand, etc., etc. Et le nazisme s'incarne véritablement, si vous voulez, comme un discours sur l'histoire avec la providence nordique qui est à l'origine de la création d'à peu près tout ce que, culturellement et politiquement, a pu être notable en Europe. Les expéditions et les campagnes de fouilles ne suffisent pas pour prouver la supériorité germanique. Qu'à cela ne tienne, pour se réclamer d'un passé grandiose, à l'occasion des festivités, l'Antiquité gagne la rue. Les fêtes de l'art allemand de Munich mobilisent plus de 5000 figurants
dans un défilé de plus de 3 kilomètres. Des maquettes en carton-pâte viennent rappeler au peuple allemand la grandeur des ancêtres. L'amalgame est fait. Grecs et Romains ne sont que les héritiers des Germains originels. L'Arien est bien le maître des arts. Les étendards à la romaine ont été dessinés par Hitler lui-même. Ce complexe vis-à-vis de Rome se décline dans toutes les disciplines artistiques. Les sculpteurs Arnaud Breker et Joseph Torak réalisent des statues gigantesques de superbes Ariens. L'architecture doit aussi s'aligner. Berlin sera rebaptisé Germania et disposera d'immenses avenues et de gigantesques stades. Le Reich doit être plus fascinant que la Rome antique, et chaque Allemand doit être conscient de la grandeur de son pays. En 1935, l'Annenherbeux était exclusivement voué à l'ethnologie et à la préhistoire germanique. 3 ans plus tard, ces travaux s'élargissent de manière impressionnante pour embrasser toute la science. Attirés par les crédits, certains des plus grands universitaires et chercheurs viennent de toute l'Allemagne pour exercer leur talent au sein de l'organisation. La communauté scientifique a le choix entre l'adhésion, le silence ou l'exil. Les scientifiques juifs, eux, n'ont plus le droit d'enseigner depuis 1933. Certains prix Nobel ont quitté le pays, comme Albert Einstein ou James Franck, tous deux précurseurs de la physique atomique. Himmler espère que son ambitieux projet va à l'avenir modeler toute la recherche académique allemande. À terme, la SS devra être la seule instance scientifique en Allemagne, exerçant le rôle d'une police de la recherche, qui contrôlerait les nominations des professeurs, les publications et les cours. L'organisation coûte cher. En plus des financements traditionnels, des compléments abondants sont versés par les grandes marques industrielles allemandes, qui se préparent à la guerre. Cela permet de faire plaisir à Himmler et de gagner ses faveurs. Financement plus officieux, Richard Darré, l'un des membres fondateurs de l'Annenherbeux, désormais ministre de l'Agriculture, puise illégalement dans des fonds qui dépendent de son ministère. Mais Himmler a aussi ses ressources particulières. Un sympathisant du parti a déposé le brevet d'une pédale de vélo réfléchissante qui améliore la sécurité des cyclistes. En tant que chef de la police, Himmler annonce de nouvelles mesures de sécurité routière. Tous les vélos devront s'équiper de ces pédales nouvelle génération. Une manière de financer l'Annenherbeux, car l'inventeur saura être généreux envers l'organisation. Depuis sa création, l'Annenherbeux a chanté les louanges du passé germanique et truqué les résultats de ses recherches, quand cela l'arrangeait. La propagande a irrigué toute la société allemande. Les esprits sont formatés. Les Allemands veulent y croire. Leur passé est glorieux. Leur culture est prestigieuse. Leur peuple est grand. Ils peuvent passer à l'attaque. En septembre 1939, la guerre éclate. La Wehrmacht envahit la Pologne, qui s'effondre en quelques jours. Guerre oblige, les expéditions lointaines sont annulées. Mais un nouveau terrain de jeu est à disposition de l'Annenherbeux, les territoires conquis. Les sciences humaines
sont priés de participer à l'effort de guerre. L'organisation s'est dotée d'un nouveau directeur, Wolfram Sievers, gradé SS, proche d'Himmler, avec qui il parade. Le jeune directeur de 34 ans a une idée. Il faut occuper ses chercheurs. Il envoie en Pologne le professeur Peter Paulsen pour piller le patrimoine archéologique et artistique du pays. La brutalité est la méthode employée par les scientifiques, qui n'hésitent pas à piller et détruire. Des milliers d'ouvrages vieux de plusieurs siècles sont saisis. Les musées et collections archéologiques de Varsovie, Cracovie, Poznan sont mis en coupe réglée. Le retable de la cathédrale de Cracovie, chef-d'œuvre datant du XVe siècle, est démonté et expédié en caisse vers le Reich. Le pillage archéologique, il a deux objectifs. Le premier, c'est évidemment de fonder la présence nordique et germanique dans le passé pour la légitimer, et pour légitimer ce qui n'est pas une invasion, mais alors un retour des Allemands et des Nordiques sur ces territoires-là. Et bien entendu, il y a aussi une dimension d'arrasement et une dimension de trophée, qui peut expliquer aussi une certaine dimension prédatrice de l'archéologie nazie. Les biens saisis prennent la direction de Berlin et ont parfois pour terminus le château SS de Himmler à Wewelsburg. Les falsificateurs de l'histoire sont devenus de vulgaires pilleurs. On ne présentait pas cela comme étant des pillages. On a donc effectivement essayé de trouver une autre terminologie. On appelait ça des rapatriements, des sécurisations, et encore plein d'autres termes que l'on trouvait pour ce genre d'opération. Les Juifs sont arrêtés et parqués dans des ghettos en attendant leur déportation. Les nazis se servent dans leur demeure. Un archéologue SS rend compte par écrit à Wolfram Sievers, le nouveau patron de la Donnerbe. Un bon nombre d'œuvres d'art et de bibliothèques viennent de perdre leurs propriétaires. En fait, le pillage était déjà très rémunérateur. Et Himmler a vite compris qu'il pouvait combiner ça avec ses précédents objectifs pseudo-scientifiques, ce qui permettait de faire d'une pierre deux coups. Détruire et piller les trésors archéologiques ou artistiques de la Pologne revient à anéantir le passé des Polonais, à absorber l'existence même de la Pologne, qui, aux yeux des nazis, n'existe pas en tant que nation. Tout ce qui concernait le slavisme, la culture slave, devait donc être éliminé et détruit. Pour montrer bien sûr que la culture allemande, la culture germanique, était prédominante depuis toujours sur le territoire polonais. En mai 40, Hitler lance son attaque à l'ouest. Dans les valises des soldats, des archéologues. Leur mission, démembrer la France et germaniser l'ouest du Rhin. L'archéologie, alliée à l'histoire, va être la discipline qui va permettre de déterminer quelle doit être la nouvelle extension de la Grande Allemagne. Est-ce qu'elle doit s'étendre sur toute l'Europe ? Doit-elle englober complètement la France jusqu'à l'Atlantique ou bien doit-on dresser des limites? Et puis, plus tard, on va aller plus loin pour essayer de démontrer qu'en fait, cet ensemble de pays a été très tôt colonisé par les Germains et que peut-être même que les bifaces de pierre trouvées par Boucher de Perthes dans la vallée de la Somme au XIXe siècle sont peut-être l'œuvre d'hommes préhistoriques germaniques. Donc on va essayer en fait de germaniser la préhistoire française. France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Danemark deviennent des chantiers de fouilles pour les archéologues SS. La science cautionne toutes les annexions. Et comme un symbole, Gustav Rik, archéologue, membre de la Donnerbe,
pose en guise de mire sur les excavations sa casquette d'officier SS. La guerre des savants allemands ne s'arrête pas là. Lorsqu'en juin 1941, les armées nazies envahissent l'Union soviétique, Lannenherbeux envoie là encore ses archéologues les plus réputés. Mais les hommes de science allemands ne se contentent pas de retourner la terre. Ils sont accompagnés et protégés par les unités combattantes, notamment de la Waffen-SS, voire par les commandos de tueurs des Einsatzgruppen, qui assassinent tous les juifs présents sur ces territoires. Certains archéologues sont impliqués dans l'extermination. Je pense en particulier à Herbert Jan Kuhn. Jan Kuhn est un de ces intellectuels de combat, comme on dit dans le jargon national-socialiste, qui s'engage dans une unité de la Waffen-SS, de Panzer, qui combat sur le front Est, c'est la division Viking. Et on sait aujourd'hui que la Viking a été impliquée dans des massacres de masse. Les divisions prennent les villes. Les Einsatzgruppen assassinent les Juifs. Ensuite, les archéologues pillent les musées et les habitations. Cette concomitance entre assassinat et pillage ne doit rien au hasard. Ce sont deux aspects d'une même et unique politique. Protéger la germanité en prouvant son excellence et sa richesse, et en détruisant ses ennemis. Ces archéologues peuvent, j'allais dire, travailler la semaine sur leur site archéologique et puis le reste du temps, travailler dans un camp de concentration. Ou bien avoir des périodes de fouilles et puis ensuite être en Ukraine dans une division de Waffen-SS. Il y a une véritable implication, j'allais dire, de terrain de certains de ces archéologues. Dans ces Einsatzgruppen, il y avait donc aussi des gens qui étaient très éduqués. Des juristes, des historiens, des germanistes qui avaient tous leur doctorat. On peut prendre un exemple très bon à prendre, hein. C'est évidemment l'exemple de Bruno Müller, vous voyez, qui est un juriste, qui a fait une magnifique thèse de droit international, et puis qui ensuite est envoyé diriger un Einsatzkommando au moment de l'invasion de l'URSS. Le 16 août 1941, dans la petite ville de Tigina, il vient de recevoir, Bruno Müller, l'ordre d'adjoindre les femmes et les enfants au massacre qu'il a déjà commencé à mettre en place depuis 6 semaines. Et pour bien montrer à ces hommes ce qu'ils doivent faire, il se fait amener une femme et son nourrisson et les abat tous les deux d'une balle de revolver devant les hommes. Autrement dit, la participation des chercheurs allemands à la guerre d'agression était une participation quasiment généralisée et qui ne peut pas être réduite à 1 ou 2 institutions. Ça a été l'une des grandes découvertes scientifiques de ces dernières décennies et qui bien sûr a énormément heurté l'opinion publique allemande. Parce que c'est très désagréable d'apprendre que tous avaient été impliqués d'une façon ou d'une autre dans cette guerre et avaient peut-être même aussi profité de cette guerre. Himmler se rend à plusieurs reprises sur le front de l'Est. La colonisation de l'Ukraine et celle de la Crimée sont planifiées. En octobre 1942, il décide d'installer d'ores et déjà une petite colonie non loin de Kiev. En quelques jours, plus de 10 000 Ukrainiens sont envoyés dans des camps de travail du Sud, tandis qu'un peu plus tard, des colons d'origine allemande s'y installent sous bonne garde. Pour coloniser, la méthode nazie ne fait pas dans le détail. On place des colons SS pour peupler les villages,
on garde les populations d'apparence nordique et on se débarrasse des Slaves. Donc l'idée à terme, en fait, elle est purement et simplement de remplacer une population par une autre, d'effacer une culture pour la remplacer, pour eux c'est une restauration, pour la remplacer par la culture germanique. Et à partir du moment où l'autre n'a plus d'histoire, n'a plus de territoire, finalement il est un migrant, il est un réfugié et on peut le mettre dans des camps et on peut le faire disparaître. Himmler est aux anges. Il confie. Ce sera la plus grande colonisation que le monde ait jamais connue. Lorsque cette tâche sera accomplie, le nom d'Adolf Hitler sera le plus grand de l'histoire allemande. Et c'est moi qui l'en a chargé. Dans ces fermes d'un nouveau genre, les paysans doivent produire des quotas de lait, de récolte, dont auraient besoin les SS pour poursuivre leur avancée. La colonisation nazie voit loin. Pour permettre une bonne acclimatation des colons allemands, les scientifiques SS ont tout prévu. On mobilise des urbanistes, des géographes et des paysagistes. Il va falloir implanter des nouveaux types d'arbres qui ne sont pas là. On va falloir amener des animaux. Il va falloir recréer une architecture qui n'existe pas. En fait, on va transformer le paysage en un paysage de type germanique, du moins celui qu'on imagine comme tel. Wir brechen die Erde mit eiserner Klinge, dass Frucht sie bringe und Wohlstand werde. Wir wollen es schaffen, das deutsche Jahrtausend. Ainsi, au cœur de la guerre, la seule justification de l'activité scientifique de la non-herbe n'est pas la production de savoir pour elle-même. L'objectif est la croissance et la multiplication de la race germanique. Par le sol, l'archéologie, l'histoire, l'ethnologie doivent prouver que des territoires gigantesques appartiennent à la race germanique. Et par le sang, il faut trier biologiquement les races aptes et faire mourir, après les avoir exploitées, les inférieurs. La science nazie a donc un rôle. Elle se transforme en une science de combat et doit faire remporter la guerre le plus vite possible. Des programmes balistiques audacieux sont élaborés, comme la fabrication de fusées. Les V2 sont les premiers missiles balistiques de l'histoire. Tirés depuis l'Allemagne, ils peuvent parcourir des centaines de kilomètres et atteindre l'Angleterre. Himmler est sensible au prestige que représente cette prouesse technologique. Le programme est progressivement mis sous la coupe de la SS. Ces armes miracles, comme les appelle Hitler, devront faire remporter la victoire au Grand Reich. En 1943, il est décidé que ce seront les détenus des camps de concentration qui produiront les pièces constitutives de ces fusées. Le site de production est établi dans le camp de Dora, en Thuringe. Dora devient synonyme pour les dizaines de milliers d'esclaves du Reich d'un martyr sans nom. On y vit dans des tunnels souterrains humides où règne en permanence une température de 8 degrés. Pendant qu'à la surface, les essais de décollage se succèdent, sous terre, les cadences de production augmentent. Les déportés meurent, chaque jour un peu plus vite, sur les chaînes de montage. Bientôt, les esclaves du Reich vont servir directement la science et la médecine nazie, non en donnant leur force de travail, mais en donnant leur corps. Toute la médecine allemande, sous le national-socialisme, va être au service de ces armées. On dispose, dans les camps de concentration, d'un vivier humain
absolument extraordinaire pour des chercheurs, dans la mesure où on ne respecte pas les membres de ce vivier. Et c'est une occasion unique pour la médecine allemande de pouvoir lancer des expériences qui seraient à la fois utiles à l'armée, aux armées, et à la fois utiles à la science. Dans le camp de Dachau, le docteur Sigmund Rascher, membre de la Non-RBE, demande l'autorisation à Himmler d'utiliser des déportés des camps de concentration pour ses expériences. Himmler, bien sûr, approuve. Pour préserver et accroître la race, tout est permis. La vie d'un allogène racial n'a rigoureusement aucune valeur. Himmler déclare que 10 000 femmes russes meurent quand elles creusent un fossé anti-char, ne m'importe que si le fossé est creusé à temps. Sigmund Rascher met ses connaissances au service de l'aéronautique. Le docteur veut découvrir combien de temps peut survivre dans l'eau glacée un pilote allemand abattu en mer du Nord. Rien de plus simple. Le médecin plonge des déportés dans des cuves remplies d'eau froide. Des cubes de glace sont ajoutés régulièrement pour maintenir une eau entre 0 et 10 degrés. Rascher calcule au bout de combien de temps les déportés meurent. Il mesurait la température du corps grâce à une sonde rectale. Il plaçait un stéthoscope sous la combinaison des déportés pour mesurer les battements de cœur. Et il faisait des prélèvements en même temps. Il pouvait également injecter des produits par un cathéter. Il faisait également des ponctions lombaires en même temps pour obtenir du liquide céphalorachidien. Et il remit un rapport où il conclut qu'un corps arrivait à résister quelques heures à des températures très basses. Le docteur Rascher prend le temps d'écrire à Himmler. Pour cette sorte d'expérience en série, Auschwitz est à tout point de vue plus approprié que Dachau, parce qu'il y fait plus froid et que la taille du terrain fait qu'on attire moins l'attention du camp. Les personnes qui servent de cobayes hurlent quand elles gèlent. Les scientifiques allemands sont équipés de tout le matériel nécessaire pour entraîner les meilleurs aviateurs aux plus extrêmes conditions de pilotage. Mais pour les tests dangereux, mieux vaut ne pas risquer la vie d'un Arien. Si vous voulez essayer d'abattre les avions anglais qui ont la capacité de voler très haut et de bombarder les villes allemandes, il vous faut alors inventer un avion en Allemagne qui pourrait voler encore plus haut pour détruire ces avions anglais. Et pour ce faire, il faudrait mettre la science au service du combat au sens propre du terme. Qu'ont-ils fait? Ils sont allés à Dachau, ils ont construit une chambre à pression, ils y ont mis des juifs et des prêtres catholiques de Pologne dedans, et ils ont artificiellement fait varier la pression pour voir ce qu'ils pouvaient supporter, pour observer quand ils meurent. Les déportés souffrent. Ils sont pris de convulsions, de paralysie ou de cris de folie. Rascher les prend en photo pendant leur agonie. Il mesure scrupuleusement le temps que les organes de ces corps, soumis à ces conditions, mettent à éclater ou imploser. On décompte plus de 80 morts. Rascher mène également des expériences sur la capacité de certaines substances chimiques à arrêter les hémorragies. Sigmund Rascher va faire des expériences sur un remède prétendument miracle hémostatique qui est censé arrêter les saignements, qui s'appelait le Polygal, qui était un produit à base qu'on utilisait d'habitude pour faire de la confiture.
Et avec ce produit, le Polygal, il faisait des essais où il tirait une balle sur un déporté. Il tirait sur des détenus, sur des prisonniers pour qu'ils saignent. Et il testait ce soi-disant médicament sans obtenir aucun résultat. Ça n'a jamais rien donné. Plus personne n'a eu recours à ces méthodes après 1945, et ça n'aurait pas été éthique de le faire. Rascher et ses acolytes ne se préoccupent absolument pas de la mort de leurs cobayes. C'est un matériel humain utilisable à merci, et ils en disposent en quantité. Après avoir falsifié l'histoire, justifié les annexions du Troisième Reich, la science nazie cautionne la mort en laboratoire. La question qu'on peut poser, évidemment, quand on est en face de médecins, c'est la question du serment d'Hippocrate. C'est tout simple. Tous les médecins en Occident le prêtent, et dans le serment d'Hippocrate, l'impératif catégorique, c'est ne pas nuire. Mais la place d'un médecin nazi, est-ce que nuire à un soviétique, c'est nuire? Non. C'est d'abord parce que c'est un Untermensch, c'est pas un être humain. Hein, il est racialement inférieur, et donc, si vous voulez, l'Untermensch est un modèle animal plus proche de l'homme que l'est la souris ou le lapin sur lequel, d'habitude, il fait ses expériences. On ne peut pas imaginer la créativité des expérimentateurs dans ce genre d'expérience, puisqu'ils avaient à leur merci un nombre incroyable de matériel humain, en quelque sorte. Ils avaient des possibilités infinies et ils n'avaient aucune limite, si ce n'est celle de leur propre inventivité en sadisme et en cruauté. Alors que les pires expériences se déroulent dans les laboratoires nazis, la guerre à l'Est se poursuit. Mais l'attaque de la Russie pose un problème aux tueurs de la SS. Ils ont des doutes. Comment différencier les Slaves, les Aryens, les Juifs, dans un territoire qui compte des dizaines d'ethnies, toutes différentes? Des scientifiques sont envoyés dans les régions concernées pour identifier les populations juives. Des anthropologues, comme le docteur Fleischacker, doivent donner des réponses claires aux SS sur qui il faut épargner et qui il faut exterminer. Fleischacker avait fait une étude des mains des populations juives dans un ghetto, intitulée « L'épiderme et la pulpe des doigts sur les mains des Juifs ». Sa conclusion: les mains des Juifs prouvent très clairement que ces derniers n'ont rien de commun avec les Européens. Pour autant, sur le terrain, Fleischacker est bien incapable de les différencier. Pour résoudre ce mystère, les hommes de l'Annenherbeux vont commettre l'une des pires atrocités de la guerre. Bruno Beger, le brillant anthropologue qui avait participé à l'expédition au Tibet 3 ans plus tôt et mesuré des centaines d'Asiatiques, va glisser dans les ténèbres. À l'instar des autres scientifiques du Troisième Reich, il va être impliqué dans un crime de masse. Bruno Beger a une obsession. Qui est juif? Et ça, Himmler va nourrir cette obsession parce que pendant toute la période de guerre, on ne va pas pouvoir répondre à cette question essentielle, qui est juif, comment identifier un juif? C'était donc quelque chose que Beger voulait rectifier. Il voulait présenter à Himmler un tableau avec des chiffres, des mesures, des courbes, et pouvoir dire, regardez Reichsführer, nous avons réglé le problème. Et bien entendu, derrière tout ça, il y avait la furieuse envie d'être promu, que ça lui profite personnellement et qu'on lui donne une chaire à l'université. À la demande de Wolfram Sievers, le patron de l'Annenherbeux, Bruno Beger va travailler avec le professeur August Hirt. Hirt est un anatomiste réputé. Ancien soldat de la Première Guerre mondiale, gueule cassée, il dirige la Reich Universität de Strasbourg. Pour pouvoir identifier les Juifs, les deux hommes conçoivent un projet. Il faut constituer une collection de squelettes juifs. Le 9 février 1943,
Ils écrivent à Himmler. Nous possédons des crânes de presque toutes les races et tous les peuples. Mais peu de crânes juifs sont disponibles pour la science. La guerre à l'Est nous donne l'opportunité de combler ce vide avec des crânes de commissaires judéo-bolcheviques qui représentent une caractéristique repoussante de sous-humanité. Hirt pensait que son institut était le lieu le plus propice pour constituer cette collection anatomique juive, dont évidemment l'arrière-pensée, mais qui n'est pas dit clairement dans sa lettre, était qu'au final il n'y aurait plus de juifs après la guerre et qu'il fallait en conserver une trace sous une forme de musée, comme on conserverait une trace d'une espèce disparue d'animaux dans un musée zoologique. Au nom de la science, va être préparé, organisé, planifié un mini-génocide. Il sera effectué non par des tueurs assoiffés de sang, mais par des scientifiques reconnus. Après plusieurs mois d'échanges administratifs sur la collection de squelettes, Wolfram Sievers, patron de l'Ahnenerbe, reçoit le feu vert de Himmler pour que le professeur Hirt dispose de tout le matériel humain qu'il demande. Pour sélectionner les cobayes, le 7 juin 1943, Bruno Beguer se rend dans le plus grand complexe concentrationnaire du Troisième Reich, Auschwitz-Birkenau. Beguer choisit des juifs de toute l'Europe, grecs, allemands, belges, polonais, hollandais, français. Les cobayes sont sélectionnés en fonction de leur origine et de leur état de santé. On leur promet un meilleur traitement. Mais ils ne vont pas être assassinés à Auschwitz. Le camp situé en Pologne occupée est trop éloigné de l'université du Reich de Strasbourg, où exerce le professeur Hirt. Le temps de transporter des corps sans vie abîmerait les cadavres qui commenceraient à se décomposer. Qu'à cela ne tienne, Bruno Beguer et Wolfram Sievers obtiennent le transfert de ces déportés. Un train est réquisitionné. Les cobayes sont convoyés de Pologne au camp de Natzweiler-Struthof, situé en France occupée, près de Strasbourg, pour y être assassinés. Après 2 jours de voyage épuisant, ils arrivent en Alsace. Ils arrivent au camp de Natzweiler-Struthof le 2 août 1943 et d'après un des SS du camp, 3 hommes sont retrouvés morts dans le train, ce qui fait qu'ils sont 86 à être enregistrés le 2 août 1943 dans le camp. 29 femmes et 57 hommes. Ce groupe de 86 juifs va être placé dans un bloc à part, en quarantaine. Ils ne doivent pas avoir de contact avec les autres déportés du camp qui sont déjà là. Et pendant cette période de quarantaine, ils ne sont soumis à aucun travaux. On leur demande de rien faire. Ce qui fait que d'ailleurs d'autres déportés ont pu demander à être transférés dans leur bloc parce que leurs conditions de vie semblaient meilleures que celles des autres déportés du camp de Natzweiler. Pour les tuer sans abîmer les corps, les hommes de science décident de gazer les cobayes. Une ancienne salle des fêtes, située à l'extérieur du camp, est aménagée. On y construit une petite chambre à gaz d'à peine 10 mètres carrés. L'unique jamais construite sur le territoire français, alors annexé. C'est le seul cas dans l'histoire de la Shoah où une chambre à gaz a été aménagée uniquement pour des expériences raciales. Et elle a donc pour but, cette chambre à gaz, de détruire ces personnes qui viennent d'Auschwitz, et uniquement cela. J'étais prévenu le jour-là. Il y en a un qui m'a prévenu, un civil qui travaillait de Natzweiler, qui travaillait ici en haut. Il m'a dit, fais attention ce soir. C'était le 10 août 43. Ce soir, on doit, enfin vers le soir, on doit ensuite des femmes juives. Avec ma femme, nous avons regardé ce qui se passait. On voyait très bien l'entrée de la chambre à gaz.
Et c'est là, quand on a vu qu'ils descendaient avec la Mina, une voiture qu'ils appelaient la Mina, ils ont amené les femmes. Et c'est là qu'elles ont été gazées. Là, nous avons entendu les cris, et lorsque nous avons entendu les cris, nous en savions assez. C'était une affaire de secondes, pas des minutes, des secondes. Les cobayes sont tués par petits groupes. En tout, 57 hommes et 29 femmes sont gazés. Pour la science. Les corps sont transportés progressivement, étape par étape, à l'Institut d'anatomie de Strasbourg, où règne Hirt. Ils sont mis dans des cuves spéciales remplies d'alcool synthétique. Et il est prévu que l'on obtienne un liquide qui permette la destruction des chairs et préserve le squelette. L'histoire aurait pu s'arrêter là, sans qu'on n'en sache rien. Mais dans l'Institut d'anatomie de la Reichsuniversität, il y a un Français, Henri Pierre, qui travaille avec le professeur Hirt. En voyant l'état des cadavres, il soupçonne quelque chose. Henri Pierre est donc employé là-bas à l'Institut d'anatomie. Il remarque que les corps qu'on lui a envoyés jusqu'alors, en particulier ceux de prisonniers soviétiques, étaient des corps qui étaient mutilés, qui étaient différents, qui étaient abîmés. Là, il voit des personnes qui lui paraissent quasiment vivantes. Elles viennent de mourir, elles ont absolument aucune lésion apparente. Et là, il constate des corps encore chauds, de personnes qui ont l'air plutôt en bonne santé. Certains de ces corps ont reçu des coups, donc il constate des traces de coups. Les yeux sont injectés, tous sont injectés, et tout cela lui fait penser évidemment à un assassinat collectif par gazage. Donc Henri Pierre comprend tout de suite qu'il s'agit là de quelque chose de totalement criminel. Donc Henri Pierre fait un travail qui va être absolument déterminant ultérieurement. Il relève, et il le cache bien entendu sur ce relevé, les numéros de tatouage que chaque déporté d'Auschwitz porte sur son avant-bras gauche. À l'insu, évidemment, de ses supérieurs, parce que là, il est en danger de mort. Moi, je crois que c'était des Juifs. Mais de quelle nationalité ils appartenaient exactement, ça, nous ne l'avons jamais su, parce que nous n'avons jamais reçu de feuille de décès. Ils n'avaient que des numéros de matricule sur le bras. Et ces numéros de matricule, je les ai relevés en secret, évidemment, pour les remettre à nos alliés quand ils reviendront, parce que moi, j'ai tout de suite constaté que c'était vraiment un crime. Dans son laboratoire, Auguste Hirt mutile les cadavres sans raison et prélève des tissus de différentes parties du corps. Les photos prises à la Libération sont insoutenables. À l'arrivée d'Hitler au pouvoir, les archéologues nazis recherchaient des squelettes. 10 ans plus tard, ils les fabriquent. On est, à mon avis, au fond de l'abomination de l'histoire du national-socialisme. Jamais le délire raciste n'a été poussé aussi loin que dans l'affaire d'expérimentation de Hirt. Le projet de Auguste Hirt est tout à fait symbolique de tout ce qui a été fait de criminel par les scientifiques sous le nazisme. Parce que, à la fois, on a tué des juifs qui venaient de toute l'Europe. C'est une sorte de résumé, de condensé de ce qu'a été la Shoah, une tragédie des juifs, de l'extermination de toute l'Europe. Et en même temps, on est à l'apogée du projet scientifique criminel des nazis, c'est-à-dire qu'on ne considère plus l'homme comme un être humain, mais comme du matériel dont on peut faire ce qu'on veut. On a assassiné des gens qui étaient en bonne santé, qui n'avaient aucune maladie, simplement pour les transformer en pièces de musée. Voilà l'horreur de la médecine nazie, résumée en une seule expérimentation, en un seul projet criminel.
Des crânes, des squelettes, joliment alignés, numérotés, inscrits dans un registre. Vouloir en faire une science et tirer des connaissances académiques de meurtres de masse en procédant de cette manière. C'est le comble de la perfidie. C'est la perfidie poussée à l'extrême. Pendant ce temps, en 1943, le destin du Reich vacille. Les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord. À Stalingrad, les sous-hommes de l'armée rouge ont tenu tête aux surhommes de la Wehrmacht. Partout, le Troisième Reich recule. Mais la défaite programmée du Reich n'empêche pas la science nazie de poursuivre ses expériences dans tous les camps de concentration. Au Struthof, le docteur Eugen Hagen conduit des expériences sur le typhus. Il injecte le virus dans le corps de Tzigane, qu'il a fait venir d'Auschwitz. Le docteur Otto Bickenbach, lui, conduit des expériences avec le gaz phosgène. Il met ses cobayes au contact de ce gaz de combat. À Auschwitz, le docteur Karl Klauberg expérimente la stérilisation de femmes en leur injectant des matières toxiques dans l'utérus. Des centaines décèdent. Le docteur Mengele réalise des expériences sur des jumeaux qu'il sélectionne sur la rampe d'Auschwitz. Le matériel humain sert à toute la science allemande. En plus de sa collection anatomique, Hirt mène des expériences sur le gaz moutarde qu'il administre à ses cobayes. Comme il en a inhalé un peu par mégarde, Himmler le considère comme un héros qui met sa santé en péril pour mener des expériences importantes. Comble du comble, Wolfram Sievers s'écrie à Himmler. Hirt n'a pas ménagé sa santé, et on peut même le considérer comme une victime de la science, car ses travaux concernent un domaine tellement nouveau qu'on ne peut éviter les risques. Pendant que les cobayes de Hirt agonisent, le médecin est envoyé dans une villa des Alpes autrichiennes pour prendre un peu de repos. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent sur les côtes de Normandie. Une semaine plus tard, les premières fusées V1 sont tirées par les Allemands et s'écrasent à l'est de Londres. Quelques mois plus tard, ce sont les V2, de véritables missiles à décollage vertical, qui s'écrasent en territoire britannique. Pour beaucoup d'Allemands, les scientifiques nazis ont inventé l'arme miracle, qui permettra de l'emporter. Mais ces bombes volantes n'inversent pas le cours de la guerre. Beaucoup manquent leur cible ou explosent avant leur décollage. Les bombardiers alliés sont plus efficaces. Alors que les villes allemandes s'embrasent et que tout est perdu, Hitler encourage les Allemands à se battre jusqu'au bout. Et Himmler, toujours illuminé, fantasme encore sur le marteau de Thor. Himmler était dans sa bulle en quelque sorte, et il avait même imaginé, en 1945, au moment de la fin de la guerre, de faire un marteau de Thor électrique qui permettrait de brouiller toutes les communications entre les Alliés. C'est un des aspects de ses délires. Cette fixation sur le marteau de Thor et sa modernisation en est véritablement le reflet. Les Alliés avancent. En se repliant, les Allemands détruisent toutes les infrastructures et veillent à dissimuler les traces de leurs crimes. Lannenerbeu se pose la question de la collection anatomique du professeur Hirt. Que faire des corps conservés à Strasbourg?
Wolfram Sievers, le directeur de l'Ahnenerbe, écrit le 4 septembre 1944 à Himmler. Faut-il préserver la collection, la détruire partiellement ou faire tout disparaître? Le 15 octobre, la réponse tombe. Il est ordonné de détruire les corps si Strasbourg était menacé par la situation militaire. Ce qui montre d'une certaine façon que les nazis avaient conscience de l'horreur de ce qu'ils venaient de faire. Et ils avaient conscience que si on découvrait cette collection, ce serait un immense scandale, un tollé mondial pour eux. En novembre 1944, Strasbourg est libéré. L'émotion est considérable. Mais derrière la liesse et la joie, une découverte macabre glace les Alliés. Dans les réserves de l'université, les soldats découvrent des corps et des cuves entières de membres humains. Les travaux de Hirt. Sa collection de squelettes n'a pu être réalisée. Et Hirt n'a pas eu le temps de détruire tous les cadavres. Les Alliés, lorsqu'ils arrivent à Strasbourg, vont retrouver dans les cuves de l'Institut d'anatomie 17 corps entiers qui appartiennent à ces 86 juifs et plus d'une centaine de morceaux de cadavres. Des bras, des jambes, des têtes coupées et tout cela un peu mélangé puisque les assistants avaient essayé de cacher la destruction de ces corps en les mélangeant. Quelques mois plus tard, en avril 1945, le Reich fit ses dernières heures. Dans son bunker, Hitler se suicide. Les consignes pour les membres de l'Ahnenerbe sont les mêmes que pour toutes les autres institutions. Destruction des archives, fuite et disparition des personnels. La capitulation est signée le 8 mai 1945. De nombreux dirigeants du Reich sont capturés et se rendent sans résister. Mais l'un d'entre eux manque. Heinrich Himmler se cache parmi les millions de réfugiés qui arpentent les routes et tentent de regagner leur foyer. Les contrôles se multiplient. Malgré ses faux papiers, Himmler est intercepté par les Britanniques et interrogé. On le confronte à ses crimes en lui montrant des photos de déportés, de camps de concentration, de piles de cadavres. Himmler, le principal artisan du génocide, celui qui a validé toutes les expériences les plus abominables sur les détenus, répond froidement. Suis-je responsable des excès de mes subordonnés ? This is the house in Lüneburg where Himmler committed suicide. When he saw the game was up, he took the quick way out. It's a pity for the world that somebody didn't do it for him when he was born. 5 million deaths lie at this man's door. He and his SS represent an evil unparalleled in world history. This was Himmler's last killing. Himmler a eu le temps d'avaler une capsule de cyanure. Des officiers alliés examinent le corps sans vie. Ironie, un médecin réalise un moulage de sa tête. Exactement comme les anthropologues allemands l'avaient fait au Tibet ou dans les camps. Son corps est enterré dans la lande, dans un trou sans sépulture. L'Ahnenerbe disparaît, avec la SS et son chef. Quelques mois plus tard, se tient le procès de Nuremberg,
les principaux responsables du Troisième Reich sont jugés. Tous se défaussent. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig. Nicht schuldig. En décembre 1946, c'est au tour des médecins nazis d'être jugés. Le procureur Telford Taylor a tout à fait conscience de la nature des accusés, que le tribunal fait comparaître devant lui. The defendants in the dock are charged with murder, but this is no mere murder trial. These defendants did not kill in hot blood, nor for personal enrichment. They are not ignorant men. Most of them are trained physicians, and some of them are distinguished scientists. It is incumbent upon us to set forth with conspicuous clarity the ideas and motives which move these defendants to treat their fellow men as less than beasts. Nombre d'accusés manquent à l'appel. Le professeur August Hirt, la gueule cassée de la Reich-Universität de Strasbourg, s'est suicidé. Sigmund Rascher, le médecin de Dachau, a été fusillé par la SS pour un trafic d'enfants. Le seul accusé de Nuremberg, jugé comme membre de la Nonnerbeu, est Wolfram Sievers. Wolfram Sievers. En tant que directeur, il est responsable des crimes commis dans le cadre des expérimentations médicales. Schwöre bei Gott. You played an active part in the collection of those skeletons. Nein. Where were you going to get those skeletons from? Die sollten zur Verfügung gestellt werden aus Auschwitz. À Nuremberg, le procès dit des médecins dure 9 mois. Après des centaines d'heures d'audience et d'auditions, le jugement est rendu. Wolfram Sievers, Military Tribunal 1 has found and adjudged you guilty of war crimes, crimes against humanity, and membership in an organization declared criminal by the judgment of the International Military Tribunal. Military Tribunal 1 sentences you, Wolfram Sievers, to death by hanging, and may God have mercy upon your soul. Wolfram Sievers sera pendu en juin 1948. Entre 1933 et 1945, les expériences médicales nazies firent près de 100 000 victimes. La Nonnerbeu n'aura absolument rien prouvé. Tout n'aura été qu'un immense mensonge des scientifiques, envers eux-mêmes, envers le monde, et même envers le peuple allemand, qui aurait bien voulu croire en sa supériorité. Ce fut un immense gâchis intellectuel et humain, doublé de crimes sans nom. Victime collatérale, la science allemande elle-même. L'Allemagne des années 1900-1930 est le phare de la pensée scientifique du monde. Max Planck, Einstein, Heisenberg, etc. Toute cette école, c'est le phare de la science occidentale et l'Allemagne est le pays numéro 1. En 1945 à 1949, c'est désormais les États-Unis qui, de Princeton, du Fermilab de Chicago et de Stanford, va diriger les grands progrès de la physique pour le demi-siècle. Il y a eu un demi-siècle allemand et les nazis l'ont ruiné. Ils l'ont ruiné en éliminant de façon très simple un tout petit pourcent de scientifiques et en étant un système suffisamment attractif pour que le reste de la communauté ne trouve pas la force de lui résister et plonge dans l'utopie. Mais comment aller de l'avant avec une attitude pareille en intégrant le racisme à du matérialisme objectif ?
Je crois que c'est l'une des raisons, pas la seule, mais l'une des raisons pour lesquelles les Allemands n'ont pas réussi à développer la bombe atomique. Ils n'avaient pas les bonnes personnes. Ils ont renvoyé les physiciens juifs qui s'avéraient être très qualifiés. Résultat, ils étaient coincés avec des soi-disant physiciens ariens, peut-être bons, peut-être pas, mais qui n'y arrivaient pas. Cela vous donne une idée de l'impact de l'idéologie et ce qu'ils en ont récolté. La dénazification a lieu partout en Europe. Elle est loin de toucher tous les responsables de la Nonnerbeu et tous les savants qui ont collaboré avec le régime. Les tribunaux de justice alliés ne s'intéressent qu'aux médecins qui avaient porté atteinte au corps. Les autres s'en tirent généralement à bon compte. Les archéologues qui avaient redessiné les frontières du Reich. Les biologistes et anthropologues qui avaient disserté sur la race. Les juristes qui avaient justifié le pillage et la mort en masse. Aux yeux des juges, ils n'ont pas de sang sur les mains et il y a tellement de criminels à faire comparaître. Pour échapper aux poursuites, ces savants bénéficient d'aide dans les milieux universitaires. Ils vont se décerner les uns les autres ce qu'ils appellent entre eux des certificats Persil, du nom de la fameuse lessive qui est capable de s'attaquer aux tâches les plus récalcitrantes. Donc l'idée, ça va être de s'échanger les témoignages. Si tu dis que je n'avais rien à voir avec la SS et que j'étais un chercheur totalement apolitique, eh bien moi, quand ton tour viendra, tu pourras faire appel à moi, je dirai la même chose. Cette dénazification inachevée est pleinement assumée par les Alliés. Et l'heure est à la reconstruction. Quand on a détruit, comme les ont fait les Alliés, un pays de fond en comble, à coups de bombardement, à coups d'invasion, etc., il faut le reconstruire. Et pour le reconstruire, on a besoin de quoi? On a besoin d'élites qui sont toutes situées, qui ont toutes à peu près entre 35 et 45 ou 50 ans, qui savent faire fonctionner un hôpital, qui savent faire fonctionner un commissariat de police, qui peuvent être maires d'une ville, qui sont suffisamment juristes pour remettre en place une bureaucratie, etc., etc. Et toute cette génération-là dont on est en train de parler, ce sont très exactement les hommes qui viennent de commettre les horreurs que nous venons de décrire. Et donc, il y a, si vous voulez, entre l'impératif d'épuration et l'impératif de reconstruction, une espèce d'injonction paradoxale que les Américains résolvent en mettant en place des dispositifs de dénazification qui sont de véritables dispositifs d'ingénierie sociale. Ce sont des centaines de milliers de gens qui passent devant des tribunaux de dénazification, mais sur ces centaines de milliers de gens, seuls quelques poignées sont véritablement condamnés. Parce qu'il faut pouvoir reconstruire l'Allemagne. La reconstruction, c'est aussi la reconstruction de l'université. Et elle aussi passe par la réintégration d'anciens nazis. Moi, j'ai commencé mes études en 68. Et on savait parfaitement que ce professeur de sociologie-là avait passé sa thèse et son agrégation du temps des nazis. Et là, dans les années 60, il est l'un des conseillers de la junte militaire grecque. Ça, on le savait. Et ce professeur était alors boycotté en conséquence. Il y a de nombreux exemples où des professeurs avaient un comportement tout à fait libéral. Peut-être avaient-ils même voté SPD. Mais il ne fallait pas parler de ce qu'eux-mêmes avaient fait avant 1945. Et très souvent, ils ont alors fait supprimer leurs écrits dans les bibliothèques, et dans leur biographie, leurs écrits plus anciens n'apparaissent plus. J'ai écrit ma thèse à Heidelberg entre 1963 et 1966. On le savait à l'époque. Tout le monde le savait. On se demandait que font ces gens ici. Tout cela date d'avant la révolution étudiante de 68. Ensuite, beaucoup de choses ont changé. Mais même dans les années 70, ces professeurs étaient là. Et cette génération, elle, n'a jamais dit « nous sommes désolés, nous nous sommes trompés, nous repartons de zéro ». Ça, c'était de très très rares exceptions. Hermann Wirth, membre fondateur de la Nonnerbeu, change son nom et continue une activité de propagandiste. En 1980,
Un article du Spiegel dénonce son passé. Il meurt l'année suivante, ruiné, à l'âge de 96 ans. Le professeur Walter Wüst, l'orientaliste qui avait conduit Himmler à s'intéresser à l'Asie, est emprisonné pendant 3 ans par les Alliés. Privé de chair, il ne peut plus enseigner, mais continue tout de même à percevoir son salaire et publie autant qu'il le souhaite. L'archéologue Peter Paulsen, le pilleur de la Pologne, devient conservateur au musée régional de Stuttgart à partir de 1961. Le docteur Hans Fleischacker, qui avait analysé les empreintes de mains des Juifs, publia après-guerre sa thèse. Il la renomma « L'épiderme et la pulpe des doigts », en retirant simplement la mention « chez les Juifs ». Il continua de travailler dans différentes universités jusque dans les années 60. Herbert Jankun, spécialiste de préhistoire germanique, SS, qui avait été envoyé en Crimée et accompagné la division Viking, devient professeur à Göttingen, où il meurt en gloire en 1990. Bruno Beger, l'ancien explorateur du Tibet, qui a choisi lui-même les cobayes à Auschwitz, est arrêté en 1945. Il est absous par les commissions américaines de dénazification. Il reste auréolé de son expédition au Tibet et devient éditeur de manuels scolaires. En 1971, il est condamné à une peine de 3 ans de prison pour son rôle dans la sélection des 86 victimes du professeur Hirt. Mais il n'est pas incarcéré. Il meurt paisiblement au milieu des siens, en 2009, à l'âge de 98 ans. Ces hommes étaient totalement pervertis par le national-socialisme. Donc, surtout qu'on ne les prenne pas pour des fous, surtout qu'on ne les prenne pas pour des monstres, surtout que l'on comprenne que quand une idéologie s'installe avec toute l'aura qu'il pouvait y avoir autour du Führer, tout le monde est en danger. Ce qui s'est passé en Allemagne peut se produire n'importe où, dans n'importe quelle condition, dans la mesure justement où le processus idéologique va se développer.